Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chill avec Malik. J'espère que tu es posé, j'espère que tu es chill parce qu'aujourd'hui, on va parler de la musique en streaming, amis ou ennemis des artistes. À tout de suite. La musique a toujours fait partie de nos vies. Elle nous accompagne dans nos moments heureux, tristes et même dans notre quotidien. Mais la façon dont nous consommons cette musique a beaucoup changé ces dernières décennies, notamment avec l'arrivée du streaming. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce monde fascinant et parfois controversé du streaming musical. Le streaming, c'est cette révolution qui a changé notre façon de consommer la musique. Avant, on achetait des CD, des vinyles ou même des cassettes pour les plus anciens d'entre nous. Mais aujourd'hui, tout est à portée de clics. Vous voulez écouter le dernier album de votre artiste préféré? Pas de problème. Il est déjà sur Spotify ou Apple Music. Mais qu'est-ce que ça change vraiment? D'un côté, c'est génial parce que tu as accès à une bibliothèque musicale quasi infinie pour le prix d'un album par mois. D'un autre côté, cette facilité d'accès a aussi des inconvénients. Par exemple, la valeur perçue de la musique diminue. Avant, quand tu achetais un CD, tu l'écoutais en boucle pour rentabiliser son achat. Tu prenais le temps de le savourer. Maintenant, tu zappes. Tu passes d'une chanson à l'autre sans vraiment prendre le temps de l'écouter. Et ça, c'est sans parler des algorithmes qui décident de ce que tu devrais écouter. Alors le streaming, c'est le futur de la musique ou la fin de notre relation intime avec elle. Parlons un peu chiffres, parce qu'on dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Selon Statista, 41% des consommateurs de musique en ligne en France ont opté pour Spotify et 33% pour Deezer en 2022. Et ce n'est pas tout, hein. Amazon Music suit de très près avec 32%. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est presque un tiers des consommateurs de musique en ligne qui utilisent Amazon Music. Et pourquoi c'est important? Parce que cela montre à quel point le marché du streaming est compétitif. Chaque plateforme essaie de se démarquer avec des exclusivités, des playlists personnalisées et même des podcasts comme celui que tu écoutes en ce moment, Chill avec Malik. Mais cette compétition a aussi un coût. Les plateformes dépensent des millions pour acquérir des licences et des exclusivités. Et devinez qui paie la facture? Les artistes. Les artistes reçoivent une part de plus en plus petite du gâteau. En 2018, le chiffre d'affaires de l'écoute en flux était de 301 millions d'euros en France, presque équivalent au marché physique. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus sombre. La majorité de cet argent va aux maisons de disques et aux plateformes, laissant les artistes avec des miettes. Alors, est-ce que c'est vraiment l'avenir que l'on veut pour la musique? Parlons maintenant des vrais héros de cette histoire, les artistes. Tu sais, ceux qui passent des heures en studio pour créer la musique que tu aimes tant. Comment se portent-ils dans ce monde du streaming? Eh bien, c'est compliqué. Je suis tombé sur une vidéo du Daily Show avec Trevor Noah. Il a soulevé un point crucial. Beaucoup d'artistes trouvent difficile de gagner leur vie uniquement grâce au streaming. Et ce n'est pas étonnant. Imaginez-vous, il faut des millions d'écoutes sur Spotify pour gagner l'équivalent d'un SMIC. Des millions de streams pour gagner l'équivalent d'un SMIC. Et c'est pas tout, hein. Les artistes indépendants sont encore plus touchés parce qu'ils n'ont pas le soutien des grandes maisons de disques. Ils doivent donc se battre 2 fois plus pour se faire une place dans ces plateformes dominées par les hits et les playlists populaires. Alors que font-ils? Certains se tournent vers les concerts et les tournées pour compenser. D'autres essaient de diversifier leurs revenus avec du merchandising ou des partenariats. Mais est-ce que c'est suffisant pour maintenir une carrière musicale durable? Difficile de répondre à la question. On a parlé des avantages du streaming, on a parlé des artistes, mais il y a aussi un côté plus obscur dans tout ça. Tu te demandes peut-être comment ces plateformes font de l'argent? Eh bien, c'est grâce à toi, moi, nous, les auditeurs et nos données. Ouais, chaque fois que tu écoutes une chanson, que tu ajoutes quelque chose à ta playlist ou même que tu zappes sur un titre, tout est enregistré et analysé. Ces données sont ensuite utilisées pour te proposer des nouvelles chansons, des nouveaux artistes et même de nouveaux genres. Mais elles sont aussi vendues à des annonceurs qui veulent en savoir plus sur tes habitudes d'écoute. Alors, est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement. Ces données permettent aux plateformes de t'offrir une expérience plus personnalisée. Mais elles posent aussi des questions éthiques sur la vie privée et le contrôle que nous avons sur nos propres données. Et ce n'est pas tout. Le modèle économique du streaming encourage à la création de chansons plus courtes et plus accrocheuses pour maximiser les écoutes. C'est pour ça qu'en fait, tu as plein de chansons qui font maintenant 2 minutes 15. 2 minutes 30. Lorsqu'avant, on avait du 3 minutes 50, 4 minutes.
4 minutes 30. Voire 7 minutes pour les haïkus et chansons congolaises. C'est pas anodin. Avant, les chansons avaient des intros. Maintenant, la chanson commence, boum, t'es sur soit le refrain, ou le gars commence à rapper, à chanter dès les 4 premières notes. Donc, est-ce que le streaming n'est pas en train de tuer la créativité, en fait? Tout simplement. Quelles sont donc les alternatives et les solutions? On a parlé des avantages et des inconvénients du streaming, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Parce que soyons honnêtes, le streaming, il est là pour rester. Alors, comment peut-on le rendre plus équitable pour tout le monde? Certaines initiatives intéressantes sont en cours. Par exemple, on a les plateformes comme Bandcamp qui permettent aux artistes de vendre leur musique directement aux fans sans intermédiaire. C'est une façon pour les artistes de récupérer une plus grande part des revenus. Il y a aussi des mouvements comme Save House Stages aux États-Unis qui cherchent à soutenir les petites salles. Parce que n'oublions pas, les concerts sont une source de revenus majeure pour les artistes. Et nous, en tant qu'auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, si tu aimes vraiment un artiste, tu peux acheter sa musique. Ouais, c'est un concept presque oublié à l'ère du streaming. Mais ça fait une énorme différence pour les artistes. Tu peux aller au concert, acheter du merchandising, soutenir les artistes sur les réseaux sociaux. Chaque petit geste compte. Et enfin, tu peux être curieux. Ne laisse pas l'algorithme te dire qu'est-ce que tu dois écouter. Fouille, cherche, essaye de découvrir. Écoute des chansons dans d'autres langues. La musique est faite pour être partagée. Et on dit souvent que la musique est universelle. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de partir, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses. Le streaming musical est un sujet complexe, avec beaucoup de nuances. Est-ce une bénédiction qui nous donne accès à une bibliothèque musicale quasi infinie, ou est-ce une malédiction qui dévalue la musique et la rend difficile pour les artistes? J'aimerais vraiment entendre ton avis sur la question. Et si tu as des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets pour les prochains épisodes, n'hésite pas à me les laisser dans la section commentaires ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Je suis toujours ravi de lire les messages et d'engager des discussions intéressantes avec toi. Qui sait, peut-être que ta question sera le sujet du prochain épisode. Le micro aussi, il est à vous. Sur ce, je te dis de rester chill. À bientôt. Ciao, ciao.